Donc, je vais vous parler de quelque chose de très à la mode ces temps-ci, les Zero Trust Network, les réseaux sans confiance. Donc, c'est un gros buzzword, OK? Comme vous savez, ceux qui ont travaillé dans le domaine depuis quelques années, vous savez qu'en informatique, on est très friand de buzzwords, de concepts. On a souvent la solution magique qui va régler tous les problèmes de la planète. Moi, ça fait 26 ans que je travaille en cybersécurité, qui est un autre mot à la mode, concrètement en sécurité réseau. OK? J'ai commencé chez Desjardins il y a fort longtemps de ça. Et j'ai après ça travaillé chez Groupe Télécom, CGI, etc. Puis je roule ma compagnie depuis maintenant 19 ans. Donc, ce qu'on fait chez Satori, on fait deux choses. On fait de la sécurité réseau et on fait des réseaux critiques. Donc, quand on parle de sécurité réseau, j'ai vu des vagues et des vagues de mode avec tout un paquet de buzzwords. Puis là, il y a la nouvelle compagnie qui a inventé la solution magique qui va régler tous vos problèmes. Bon, la froide et dure réalité, c'est légèrement différent, mais il y a quand même certaines solutions qui vont se démarquer et qui vont permettre d'avoir quelque chose d'actionnable et d'utile pour régler des vrais problèmes. Parce qu'il y a vraiment des problèmes sérieux dont je vais parler dans 2 secondes. Et c'est la raison pourquoi vous avez mon ami François qui est de l'autre côté de la salle. Donc, François, lui, travaille pour un manufacturier avec qui nous sommes partenaires Satori. Et c'est le manufacturier Aruba Networks /HPE. OK? Parce que j'aime beaucoup une de leurs solutions dont François va vous parler dans quelques minutes. Ça va jusque-là? Oui. OK. Donc, pourquoi le ZTNA? C'est quoi l'idée d'avoir du Zero Trust? Bon, là, j'espère que vous avez mes dinosaures puis mes trucs un peu funky. J'ai dessiné ça la nuit passée avec Wally puis ChatGPT de la chambre d'hôtel. Donc, ça, c'est les périmètres réseau conventionnels avec les dinosaures toutes. Essentiellement, vous avez le firewall qui définit je suis d'un côté du firewall, je suis en sécurité. Je suis de l'autre côté du firewall, je ne suis pas en sécurité, c'est les barbares. C'est tout ou rien, c'est binaire. On est in ou on est out. Ça, c'est quand j'ai commencé en sécurité, en 98, chez Desjardins, on avait les 3 anneaux, on avait 3 segments, si on veut, un peu comme un château fort conventionnel avec le donjon au centre où on avait la princesse qui se lavait les cheveux. Et ça, c'était ce qu'on appelait FMCDI, où on avait essentiellement tous les fichiers membres, puis on avait le cache qui était là. Et après ça, il y avait des périmètres concentriques qui étaient définis par, vous avez bien deviné, des firewalls. Et c'était dans une zone de sécurité et tu devais traverser d'une zone de sécurité dans une autre de sécurité. Et comment ça fonctionnait? C'est qu'essentiellement, on avait ici des zones, comme mettons la zone Internet, on avait la zone interne. Là, c'est lourdement simplifié. Sûr que vos réseaux sont plus compliqués que ça. C'est juste le concept que je veux que vous compreniez. Donc, l'idée, c'est qu'on avait des droits qui étaient hérités de façon implicite. Retenez ce mot implicite parce que ça va revenir. Vous aviez des droits vers des données, vers des applications, vers des services qui étaient essentiellement implicites à votre lieu dans le réseau. Vous étiez dans les murs de la bâtisse, bien, automatiquement, vous étiez branché dans le réseau, bien, on assumait que vous étiez quelqu'un de bien parce que vous avez passé les gardiens de sécurité à l'entrée. Puis à l'époque, chez Desjardins, les gars, il y avait des guns, puis là, tu avais des espèces de tourniquets pour rentrer dans le inner sanctum. Et donc, le fait que tu avais ton badge ici et que tu étais assis au bureau là-bas, donc tu étais un des bons et tu avais accès à tout ce que ton poste, ton bureau devrait te donner. Bon, petit problème, ça fonctionne jusqu'à temps que tu as du BYOD. Ça fonctionne jusqu'à temps que des services infonuagiques. Oh, crème, ton périmètre réseau, il est rendu où? Il n'a plus de périmètre réseau. Télétravail. Vous avez peut-être entendu parler d'une petite pandémie là, qui s'appelait le COVID, qui a explosé. Ça a littéralement fait voler en éclats ce qui nous restait un peu des frontières de nos réseaux. OK? Même les compagnies qui étaient encore très traditionnelles puis qui avaient encore la notion d'avoir des périmètres relativement statiques n'ont pas eu le choix. Ils ont dû adopter des modèles beaucoup plus agiles. Certains, ça a bien été, d'autres beaucoup moins, etc. Après ça, il y a une autre tendance très forte avec le IoT, c'est rendu que le sensor d'aquarium, il est sur le réseau.
vous avez des contrôleurs de température, vous avez des trucs de ventilation. Et tout ça, ça augmente la surface d'attaque de façon exponentielle. Donc, clairement, on a un problème. On n'est plus capable de se servir du périmètre comme un point de contrôle. Ce n'est plus assez. Donc, ce qu'on fait, on est du monde de techno, on est des gens de TI, on aime ça les jouets. On aime ça avoir le next shiny thing qui va régler tous les problèmes. Donc, on va faire de la segmentation réseau, on va faire de la micro-segmentation réseau. On va pitcher du NS60 par-dessus, on va mettre des ACL partout. On va faire du flow capture, puis on va faire de la détection d'intrusion. Let's go. Belle fun. C'est super bon pour les consultants. Passant, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. On va rajouter du EPP. OK, let's go. On va mettre un CrowdStrike là-dessus. On va mettre le Microsoft, etc. Donc, vous, là, comme des fois, des gestionnaires ou les gens, vous avez une shop à rouler. Vous avez un réseau à faire fonctionner. Il y a des vrais utilisateurs qui ont une vraie job à faire. Ou vous êtes un gestionnaire de TI, vous dites « Oh, crème, je fais quoi avec ça? » C'est un petit peu terrifiant, je vous avoue. Donc, quand j'ai des discussions avec des VPTI, avec des CIO, avec des CISO, généralement, c'est un sentiment un peu je dirais pas d'échec, mais c'est souvent très décourageant parce que là, les menaces n'arrêtent pas de changer. La minute qu'on a une architecture réseau qui a l'air de vouloir nous protéger, elle est rendue désuète. On fait quoi avec ça? Donc, il y a beaucoup de gens beaucoup plus intelligents que moi qui sont arrivés avec un concept qu'on a appelé Zero Trust Network Access, ZTNA. Pour ça, vous êtes là aujourd'hui, puis moi aussi. Donc, c'est des gens, ça a commencé, c'est pas nouveau, là, on parle d'il y a à peu près 20 ans. Il y a des gens comme Paul Marsh qui avaient fait une thèse de doctorat sur justement le concept de What is trust? C'est quoi la confiance dans un réseau? Posez-vous la question 2 secondes. OK? Fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut truster? Qui est-ce qu'on peut truster? Est-ce qu'on truste des gens, des équipements, des devices, des lieux? La notion de trust, elle-même, c'est quelque chose de relativement abstrait et à géométrie variable. Donc, essayez après ça de l'appliquer dans un vrai problème, dans un vrai réseau avec des vraies données. Si ça ne fonctionne pas ou vous faites défoncer, c'est vous qui perdez votre job, c'est un problème. OK. Donc, bref, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de thinking qui s'est fait au cours des 20 dernières années par rapport à par quel bout qu'on prend cet éléphant-là. Et éventuellement, il y a eu l'émergence ce qu'on appelle un Special Publication. Donc, si vous avez une chose à lire, c'est le NIST SP 800-207. La présentation, en passant, je vais vous l'envoyer à la fin, je vous donne mon adresse courriel. Si vous voulez avoir la présentation, je vais vous l'envoyer en PDF. Donc, à la dernière page de la slide de François, vous avez nos 2 adresses courriels. Donc, ça nous fait plaisir de vous les envoyer. Chef, on peut les donner sur des clés USB. Yes. Ouais. Non, mais il y a des conférences télécom bien connues qui donnaient encore jusqu'à récemment des clés USB. Donc, mais le NIST SP 800-207, ça, c'est en gros la définition selon le gouvernement américain, donc le National Institute of Standards and Technologies, de qu'est-ce que c'est qu'une architecture Zero Trust. Puis, après ça, il y a eu aussi un autre gros momentum pour adopter l'architecture Zero Trust. C'est carrément le président Biden qui a signé ce qu'on appelle un Executive Order, qui a dit, bon, hey, tout le monde, là, wake up, c'est la loi maintenant. Donc, pour le gouvernement américain, toutes les organisations du gouvernement américain, c'est maintenant rendu une loi que tu dois concevoir ton réseau en Zero Trust. Puis si tu n'es pas Zero Trust, bien, tu dois avoir un plan de match clair, puis tu te fais auditer là-dessus pour devenir Zero Trust. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens dans la salle ici? On n'est pas les États-Unis, c'est pas pertinent, right? Non. Au Québec, généralement, on est à la remorque des États-Unis. Donc, les normes qui sortent aux États-Unis, la réglementation, les standards, ils vont toujours finir par percoler nous. Même si vous n'êtes pas dans un environnement gouvernemental, même si c'est un environnement privé, même si moi, je suis une grosse PME, mettons 500 millions de chiffre d'affaires, pas des grosses affaires comme les Américains. OK? C'est pas pertinent pour moi. Non, erreur. C'est pertinent pour vous parce que éventuellement, les assureurs vont demander que votre réseau soit en mode Zero Trust. Si votre boss il veut avoir une couverture en cyber-risque, il ne sera pas capable de l'avoir. C'est exactement le même concept. Si vous voulez assurer la bâtisse contre le feu, bien, vous avez des sprinklers, il y a des normes, il y a des standards auxquels les business doivent se conformer.
En cybersécurité, c'est de plus en plus de même, c'est de plus en plus régi par les assureurs. Donc, si les gouvernements ils ne vont pas pousser les compagnies à le faire. Et au niveau fédéral, c'est en train d'arriver. Là, si vous allez, ça avait été à la présentation de Microfix. Eux parlaient aussi des standards fédéraux qui commencent à émerger pour les PME. Donc, ça s'en vient. Attachez vos trucs. OK? Donc, comment ça fonctionne essentiellement, le Zero Trust? Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas une certification. Tu ne peux pas avoir, par exemple, une certification ISO 7001 et dire « Je suis Zero Trust ». Non, ça n'existe pas encore. Tu peux te conformer à des guidelines comme avec le NIST. Tu as aussi le CISA qui a des bons frameworks, je vais en parler dans 2 secondes. Mais essentiellement, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de Zero Trust, ce n'est pas un produit. Même si j'aime beaucoup François, François ne peut pas vous vendre du Zero Trust. OK? C'est un concept, c'est un framework. Et là, ça va être à vous et à vos consultants favoris comme Satori d'implanter le Zero Trust, de voir, OK, je pars de où? Je veux me rendre adopter, mettons, sur les prochaines 3 années, une approche Zero Trust et je fais ça comment? OK? Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas tout jeter. Il y a beaucoup de bons dans vos réseaux, dans vos firewalls. On va essayer d'utiliser de façon plus intelligente ce que vous avez déjà. Donc, ce que c'est Zero Trust, essentiellement, c'est un framework, un modèle conceptuel qui est basé sur plusieurs principes. OK? Dépendamment de quel document vous lisez, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8, plus ou moins importants. Mais ceux qui sont les plus pertinents, les plus importants, le premier, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance. Concrètement, ça veut dire que si vous avez un équipement dans votre réseau, un utilisateur dans votre réseau, un flux de données. Hey, oh, monte patte blanche, je te connais pas. T'es qui, toi? Tu viens faire quoi? Est-ce que tu as les pattes propres? Ah, OK. Donc, on vérifie, on va voir un due diligence et on assume qu'il n'y a rien à quoi on fait confiance. On est paranoïaque par défaut et tout est interdit, à moins d'être explicitement permis. Donc, quand j'ai fait mon intro, je vous parlais des réseaux où on avait des droits implicites. Oh, oh, là, on vient de revirer ça à 180 degrés. Plutôt que d'avoir des droits implicites, maintenant, il faut que ce soit un droit explicite. Le fait que tu sois assis au bureau n'est plus suffisant pour te donner le droit d'accéder, mettons, à ma base de données. OK? Le fait que tu sois assis à tel endroit ou que même que tu aies un PC de la compagnie. Ah oui, j'ai fait du 802.x, j'ai vérifié le certificat machine. Mon serveur Radius me dit que tu es dans le machine OU de mon Active Directory, donc je te donne des droits. Plus maintenant. C'est plus assez. C'est une partie de l'authentification dont on va avoir besoin. Ce n'est plus suffisant pour réduire au maximum votre surface d'attaque et être vraiment ce qu'on appelle Zero Trust. Assume breach. Votre réseau, mauvaise nouvelle, il est compromis. Okay? Vous devez assumer que, surtout dans des grosses compagnies, des réseaux étendus, je pense par exemple à des municipalités, là, je nommerai personne, mais vous avez par exemple un garage municipal, ça rentre comme dans un moulin. C'est un environnement syndiqué. Vous avez peut-être des gens qui, eux, ils veulent avoir leur Wi-Fi puis décident de brancher un petit peu n'importe quoi dans le réseau. Vous ne pouvez pas assumer que votre réseau est spick and span. Les seuls réseaux que j'ai vus de mémoire récente où on avait une certitude que les paquets qui se propageaient dans le réseau étaient bons, c'est des réseaux militaires, où tu as des gars avec des guns, tu as des skiffs avec vraiment des environnements blindés avec du shielding partout. Donc, pour des réseaux top secret, oui, mais probablement que si vous êtes à Saint-Hyacinthe aujourd'hui, vous n'avez pas des réseaux classifiés. Okay? Donc, assume breach. De localisation, ça, j'en ai parlé. Et l'autre bout vraiment important quand on parle de Zero Trust, c'est que les permissions sont dynamiques. Donc, le fait, combien d'entre vous, juste lever la main, qui ont configuré des règles de firewall? OK, bon, on a quand même du monde technique qui ont mis les mains sur le keyboard. Donc, dans le bon vieux temps, quand on générait des règles de firewall, tu avais des permit statements, tu avais des deny statements, et tu avais donc un subnet qui avait le droit de parler à un autre subnet. Ah, on était fancy, on faisait peut-être un léger contrôle applicatif. À l'époque, avec Cisco, on faisait des fix-up.
On avait du protocol inspection. On commençait à avoir des firewalls qui étaient application aware. Puis ceux qui sont peut-être un peu plus modernes de la gang, on avait des next-gen firewalls. Application aware. Nous, on tripe sur Palo Alto, by the way. Donc, là, mais le problème, c'est que ça restait fondamentalement statique. Tu peux avoir le plus beau firewall. J'ai des clients que je n'aimerais pas qui ont des millions de dollars de firewall, mais qui restent avec des règles statiques. Ça, bon, bref. En tout cas, ça, c'est une autre discussion pour un autre jour. Mais les produits qui existent maintenant sont capables d'être beaucoup plus dynamiques, mais évidemment, il faut que dans une approche Zero Trust, qu'on convertisse toute notre thinking, qu'il y a beaucoup d'éducation à faire pour pouvoir justement leverager les possibilités de nos produits pour être justement dynamique dans la génération des droits. Puis le dernier petit bout vraiment pertinent, c'est que tout de A à Z est authentifié. Chaque flux réseau est authentifié. Donc, ce que ça implique qu'on va avoir une gestion des privilèges. Donc, vous devez avoir, par exemple, des repositoires d'identité. On va parler de High Privilege Access Management. On va parler de VOOT. On va parler de toutes ces choses-là. Bien le fun. Les consultants adorent ça en passant. On va parler de microsegmentation. Ça aussi, c'est vraiment le fun pour les consultants avec les NS60 de ce monde, avec les Aruba ont des produits très intéressants du côté data center, avec les CX10000, qu'on pourrait parler de solutions. Si vous venez à notre bout, on peut parler beaucoup plus dans le détail. Et aussi, il va y avoir ce qu'on appelle la surveillance en continu. Donc, avec des analytiques, avec constamment, on est en train d'enrichir et de bâtir le contexte pour que quand il y a quelque chose qui veut accéder à quelque chose dans le réseau, bien, on soit capable de dire, ah, OK, bon, ben ça, c'est monsieur un tel avec tel device, de telle application à telle application, et son contexte de sécurité, c'est ça. Donc, la règle résultante, on le laisse passer ou pas. Ça va? Donc, ça, c'est les deux documents auxquels je réfère. Donc, le NIST, j'en ai déjà parlé. Le CISA, inquiétez-vous pas, c'est tout dans la présentation. Vous m'envoyez un courriel, j'envoie ça, pas besoin de mémoriser. Et ce qui est intéressant de la CISA, c'est que c'est vraiment des piliers de maturité. Donc, si vous avez un VPTI ou un directeur qui dit, ouf, je prends ça par quel bout? Concrètement, on fait une analyse de maturité. Donc, on va travailler avec vous pour dire, par exemple, pour le développement logiciel, on devrait ultimement, mettons qu'on est au top niveau de maturité, on devrait être là. Bien, on est là. OK, parfait. On va donc se faire un plan de match pour améliorer notre sécurité. Donc, il y a un des piliers pour le réseau, puis il y a 4 autres piliers. Vous irez sur le lien, c'est très bien expliqué. OK. Donc, après ça, je vais passer le flambeau à François dans quelques minutes. Mais quand on regarde, c'est quoi les concepts? Ça, c'est le Special Publication. OK? Donc, concrètement, comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir toute une paquet de sources d'informations. Threat Intelligence, des logs qui vont dans le SIM, on va avoir le ID Management, on va avoir de la crypto, on va avoir des policies. Et le tout va être essentiellement centralisé avec un processus logiciel. Donc, c'est un logiciel, c'est quelque chose que François peut vous vendre. Et où on va avoir un Policy Engine avec, après ça, généralement, il va y avoir un genre de dashboard, une console, où on est capable d'avoir des règles d'affaires. Et on va dire, si c'est un PC de la compagnie qui est authentifié de telle façon et qui répond à tel critère, là, à ce moment-là, on va faire une évaluation de la posture de l'utilisateur, après ça, du flux d'informations, et on va avoir toutes ces règles d'affaires-là qui vont avoir une résultante qu'on va enforcer avec ce qu'on appelle un PEP. Donc, ça, je me demandais si vous saviez c'était quoi un PEP. Donc, le Policy Enforcement Point, c'est juste un acronyme de plus pour dire l'endroit où on permet ou pas. C'est un peu comme notre bouncer à la porte du bar qui dit oui, je t'aime la face ou non, je t'aime pas la face, basé sur toutes les informations et les policies qui vont avoir été calculées en temps réel, et ça pour chaque flux d'informations. Donc, notre PEP va laisser passer ou pas depuis le sujet, en terminologie Zero Trust, vers la ressource. Ça, c'est du Zero Trust. OK? Donc, conceptuellement, juste une façon un petit peu plus simple de réexpliquer ça. Donc, on va avoir notre PDP, OK, qui pouffe toute l'information, qui va permettre ou pas, qui va permettre ou pas qu'un utilisateur accède à une ressource.
Puis le PEP, concrètement, bien, ça va être, par exemple, un agent qu'on va avoir sur les différents PC ou dans certains environnements, comme par exemple où on a du IoT, où on n'a pas la possibilité d'avoir d'agent, on va avoir des petites boîtes et que ces petites boîtes-là vont être connectées à une console centralisée. Et on va les saupoudrer aux bons endroits dans le réseau. Ou encore le PEP, ça peut être un firewall. Au firewall, il ne faut pas les jeter, ils sont encore potentiellement très bons. Ça peut être des règles au niveau des politiques de sécurité sur votre environnement Azure, mais c'est toutes des choses qu'on va essentiellement aller connecter au PDP. Il me reste encore 10 minutes? OK, parfait. Donc, comment est-ce qu'on implante Zero Trust? Ça a l'air d'être un tsunami. Quand on regarde ça, c'est beaucoup de concepts nouveaux. Bon, c'est comme n'importe quelle vague technologique que vous avez vécue dans vos carrières, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi. Donc, on commence par le cadre conceptuel. On comprend le big picture. Après ça, on va partir du haut. Donc, il faut parler avec les VP, il faut parler avec les ciseaux, comprendre c'est quoi les objectifs d'affaires de la compagnie. Puis après ça, on va finir par les contrôles techniques. OK? Donc, c'est vraiment, il faut y aller une bouchée à la fois parce que sinon, ben, ça ne fonctionnera pas et c'est beaucoup de gros bon sens. Dans la présentation, si vous m'envoyez le courriel, je vais vous donner 2 références utiles. Et voilà, je passe le flambeau à François. Je switch à ta présentation. Donc, comme Jean-François le disait, le Zero Trust, ce n'est pas une solution en tant que telle, c'est un framework. Puis aujourd'hui, dans le fond, mon objectif, c'est de vous parler d'un des piliers qui est le Zero Trust Network Access. Essentiellement, les utilisateurs, quand ils sont sur le réseau, je pense qu'on a quand même des bons mécanismes pour couvrir la sécurité. Le problème, c'est que la majorité des utilisateurs aujourd'hui ne sont plus sur le réseau, sont aux 4 coins de l'Internet, se connectent souvent avec peu importe l'équipement, ont accès à des applications à gauche, à droite. Donc, il faut vraiment revoir la sécurité pour refaire un peu de millage sur ce que Jean-François disait. Le périmètre, il est explosé. Donc, il faut vraiment faire les choses différemment si on veut sécuriser notre entreprise et les données de l'entreprise quand les utilisateurs qui sont à l'extérieur du réseau consomment certaines applications. Fait que le framework, en fait, SSE, qui est Secure Service Edge, donc qui inclut 4 piliers essentiellement. On va passer un peu plus de temps sur le pilier ZTNA, mais par contre, ça vaut la peine quand même de faire la part des choses, comprendre c'est quoi le concept SSE. Essentiellement, le ZTNA, qui est vraiment la partie la plus, je dirais, la plus importante, c'est souvent là que les entreprises vont faire le premier saut dans une implémentation d'un concept ZTNA. Souvent, le driver principal, c'est OK, on a un VPN, on dort moins bien la nuit, on regarde les annonces Ivanti, toutes les breaches qui se produisent à travers les VPN. Donc, on a certaines réflexions, je pense, à avoir. Puis les organisations l'ont déjà ou vont l'avoir incessamment. Donc, le ZTNA, je dirais le business case principal, remplacement de VPN. Donc, quand les utilisateurs sont à l'extérieur du bureau, quand ils doivent consommer les applications qui sont dans notre centre de données, qui sont des applications privées, soit dans notre centre de données ou hébergées, par exemple, sur un cloud public, mais c'est nos applications à nous, comment on leur donne accès de façon optimale, performante et sécurisée. Donc, ça, c'est le ZTNA. Ensuite de ça, il y a le Secure Web Gateway, donc tout ce qui est la navigation Internet, les paramètres qu'on met en place justement pour protéger l'organisation, justement, quand l'utilisateur fait sa navigation Internet. Puis, une élévation du Secure Web Gateway, c'est le CASB, Cloud Access Security Broker. Donc, quand l'utilisateur consomme des applications qui sont Software as a Service, on va mettre en place des politiques qui ne permettent pas, par exemple, à l'utilisateur de télécharger des fichiers, donc screener les fichiers pour savoir si c'est des cartes de crédit, des données potentiellement dommageables pour l'organisation, donc ce genre de choses-là. Donc, le CASB va vraiment venir prendre en charge cet aspect-là. Puis l'expérience, évidemment, quand on fait du inline ZTNA, on est entre l'utilisateur et l'application. Donc, c'est pour les organisations, l'équipe TI, ceux qui s'occupent de la gouvernance, c'est magique. On a accès vraiment à ce qui se passe sur notre réseau, dans nos applications. Puis on peut mettre des politiques de façon extrêmement simple et très pointue.
HPE, on a une solution, évidemment, qui s'appelle Axis. Il y a d'autres solutions qui existent dans le marché. Je pensais peut-être faire un petit slide qui donnait un peu les points différenciateurs de ce que notre solution peut amener dans l'équation. Souvent, il y a plusieurs politiques ou plusieurs politiques qui sont gérées par différents dashboards. Ça amène beaucoup de complexité. Quand on parlait des 4 piliers tantôt, si ça prend 3 ou 4 dashboards pour implémenter nos politiques de sécurité, on peut s'y perdre assez rapidement. Un des avantages, c'est qu'on a vraiment une plateforme cloud-based unifiée, une simple, unique politique à un endroit pour l'ensemble des piliers. Donc, évidemment, on peut commencer avec le ZTNA, mais plus on monte, plus on ajoute des features, ça va rester la même plateforme, les mêmes politiques à un seul endroit. On couvre toutes les parts, les protocoles aussi. Souvent, dans le marché, on voit des solutions SSE qui ne permettent pas de se débarrasser complètement du VPN parce qu'il y a des protocoles en arrière qu'on ne peut pas sécuriser. Voix sur IP, ICMP, des vieux AS400, il y en a encore pas mal, malheureusement. Puis c'est dur d'ajouter des couches de sécurité sur ces plateformes-là. Évidemment, le VPN, souvent, est la solution de pallier à ça. Puis si l'idée, c'est de s'en débarrasser, bien, on ne rencontre pas notre objectif. Donc, on permet vraiment de couvrir tous les ports, tous les protocoles, ce qui est aussi un grand avantage. On est bâti sur les clouds publics à travers le monde. Donc, résilience, optimisation, performance vers les applications. C'est un avantage qu'on amène. On ne charge pas de bande passante non plus quand les utilisateurs passent à travers notre plateforme de sécurité pour aller consommer les applications. Il n'y a pas de concept de bande passante qui est utilisé ou qui est facturable, ce qui est aussi assez intéressant là, pour permettre de prévoir les coûts. Et puis, on fait un modèle ZTNA qui est assez unique dans l'industrie, avec ou sans agent. Donc, évidemment, il y a différentes possibilités qu'on peut ajouter quand on a un agent installé. On est capable d'aller chercher une posture un petit peu plus riche. En fait, je vais vous en parler. On va le voir en action. Qu'est-ce qu'un utilisateur va rencontrer dans sa démarche pour avoir accès à certaines applications? Donc, on va parler, par exemple, du concept Zero Trust Network Access. Donc, les applications sont soit dans notre centre de données ou sont hébergées dans un cloud public, mais ce sont nos applications à nous, à l'organisation. Donc, premièrement, on va mettre un connecteur. On installe un connecteur dans le centre de données et dans le cloud public. C'est une VM Kubernetes qui va faire une seule chose et unique chose, va faire une connexion unidirectionnelle vers la fabrique de sécurité centralisée. Donc, sa seule job, c'est de faire une connexion extérieure. Donc, il n'y a pas d'adresse IP qui est exposée. Le réseau n'est pas exposé non plus et l'utilisateur n'a pas accès au réseau, évidemment. Donc, le concept Zero Trust Network Access vient prendre vraiment tout son sens là, dans ce mécanisme-là. Donc, l'usager fait la requête. Qu'il y ait un agent ou pas d'agent. S'il y a un agent, effectivement, on va être capable d'aller chercher une posture beaucoup plus riche. Donc, on va être capable de regarder sur le PC des paramètres qui sont prédéterminés. Est-ce que l'OS est à jour? Est-ce que le disque est encrypté? Antivirus à jour, etc. Donc, on est capable d'aller chercher un peu plus de contexte quand on a l'agent d'installer. Par contre, on peut faire aussi beaucoup de validation sans nécessairement avoir l'agent d'installer, qui n'est pas toujours une possibilité. Les organisations qui ont des consultants doivent donner accès à certaines personnes, à certaines applications, mais sans avoir le contrôle sur le PC. Le modèle sans agent fait vraiment beaucoup de sens. Donc, on n'a jamais passé à travers un firewall. Il n'y a aucune adresse IP qui est exposée. Donc, on vient limiter le range du réseau. Donc, la surface d'attaque, elle est dramatiquement limitée parce qu'on n'a jamais donné accès au réseau à l'utilisateur. Il y a aussi la politique de validation du MFA qui est prise en charge. Donc, souvent, Microsoft ou peu importe le fournisseur d'IDP, multifacteur aussi, peu importe, Authenticator et peu importe, on va faire une connexion avec tout ça pour effectivement donner la connexion à l'usager. Puis, en tout temps, on va faire un monitoring dynamique. Comme Jean-François le disait, le VPN, on est obligé d'attendre que l'utilisateur se déconnecte, se reconnecte pour ne pas lui permettre une nouvelle entrée. En temps réel, s'il y a un changement de paramètre dans ce qu'on a configuré et modifié, automatiquement, la connexion aux applications est complètement déconnectée. Donc, aussi le Digital Experience Monitoring, quand on parle de concept de conformité, être capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec nos données, c'est hyper important. Donc, les administrateurs ont vraiment sur un dashboard un accès en temps réel au log.
connexion avec un SIM extérieur aussi, donc pour faire de la corrélation. Donc, c'est super intéressant d'avoir vraiment une visibilité sur ce qui se passe entre l'utilisateur et les applications. Je parlais tantôt, on est bâti sur le cloud public, donc avec Oracle, Azure, Google, AWS. Donc, on a 500 POP de déployés. Peu importe l'utilisateur où il se trouve dans le monde, Saint-Hyacinthe, par exemple, va pouvoir avoir une connexion au POP le plus proche selon sa localisation. 2 minutes. OK. Puis, je voulais mettre cette slide-là. Dans le fond, on a parlé du Zero Trust Network Access pour ma partie à moi, qui est vraiment, je le répète, quand l'utilisateur ne se trouve pas sur votre réseau, donc il est à l'extérieur, chez lui, dans un café, doit accéder à ses applications. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment le concept Zero Trust Network Access. Puis, chez HPE Aruba, on a vraiment à cœur le concept de Zero Trust, puis à tous les niveaux. Les gens nous connaissent pour la sécurité, pour le wireless, donc le sans-fil Aruba. Le switching aussi, donc que ce soit des switches de réseau, des switches de centre de données. Il y a toujours le concept de Zero Trust qui fait partie de ça. La sécurité est imbriquée là-dedans. Dans le SASE, il y a évidemment la partie SD-WAN qui vient se greffer. Donc, évidemment, on a la sécurité du côté Secure Edge Connect ou Secure SD-WAN qui fait partie de ça. Jean-François parlait du NAC tantôt, donc le Network Access Control. Quand les utilisateurs sont sur le réseau, comment on protège justement les ressources en s'assurant qu'on authentifie la bonne personne, la bonne machine avec le bon contexte. Puis après ça, il y a la partie SSE dont on a parlé tantôt, les différents piliers. Donc, donner une longue histoire courte, comment on prend le Zero Trust à cœur là, chez HPE Aruba. Puis les partenaires comme Satori vont nous permettre justement d'aller expliquer aux clients vraiment avec la technologie qui est existante, c'est quoi la différence, comment on fait une transition vers une architecture qui est plus moderne. Puis y avoir des gens d'expérience comme Satori qui ont mis les mains dans la sécurité depuis 25 ans, 26 ans, bien, ça amène énormément de valeur, de comprendre d'où on part et d'expliquer où on s'en va et de faire les bonnes démarches. Donc, je pense qu'on a un bon partenariat ici aujourd'hui. Je pense que c'est tout le temps, mais s'il y a des questions, je pense qu'on a commencé un petit peu plus tard. Ah oui, il y avait une dernière slide. Question. Ah oui! On va peut-être juste faire une question. Après ça, je vous invite à peut-être juste venir en avant, leur parler, ou je pense que vous avez un kiosque aussi. Oui, oui. Donc, allez-y, madame. En fait, moi, je comprends le principe de Zero Trust, puis j'y crois. Sauf que, comment vous gérez la complexité du mouvement? Que ce soit le mouvement, pas nécessairement un employé qui parle, mais qui a changé de poste, donc il a des droits à certaines affaires qu'il n'a plus le droit maintenant. Ou encore la collaboration extra avec d'autres collaborateurs, le mouvement de personnel qui est ailleurs. Donc, ça se peut qu'on ait des collaborateurs avec un fournisseur où est-ce qu'on travaille. Il y a eu du mouvement là-bas. Il y a des personnes qui avaient des droits à certains documents à l'interne, qui n'ont pas le droit, mais on ne pensera pas nous dire. Comment est-ce que vous proposez par rapport à ça? Bien, à l'interne, dans le fond, c'est l'Active Directory qui va faire en sorte que, dans le fond, l'utilisateur a certains droits dépendamment de ce qui est configuré dans l'AD. Dans les politiques de sécurité, on a le concept de tagging. Donc, on est capable de mettre certaines applications ou plusieurs applications dans un tag. Je te donne un exemple, ressources humaines. Toi, tu as accès à, je sais pas moi, Workday, tu as accès à différentes applications relatives à HR. Mais la journée que tu tombes, par exemple, je sais pas, au service de paye, on fait juste appliquer un nouveau tag qui a d'autres applications pour toi. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment... Avec l'Active Directory, ça fait amplement de sens, mais à cette heure, avec les outils de collaboration et tout ça, parfois, c'est pas nécessairement à l'interne, c'est un employé qui travaille avec nous sur un projet ou sur quelque chose ailleurs, dans une compagnie. Fait que dans ce concept-là, on ne saura pas nécessairement que cette personne-là est plus dans le même département et que les ressources humaines ne nous aviseront pas. En termes de stratégie, qu'est-ce que vous proposez? Dans le fond, quand l'utilisateur n'est pas géré par ton organisation, par exemple, donc c'est un collaborateur externe à qui on a donné... Je donne l'exemple sur Teams, partager des fichiers, travailler sur un fichier SharePoint ensemble, effectivement. Effectivement, il faut... Je ne sais pas si Jean-François, tu peux contribuer à ça. On n'est plus à un problème de sécurité réseau. On est vraiment rendu avec des enjeux plus au niveau de comment vous configurez l'outil, justement, de collaboration. Donc, ça, c'est plus... On n'est pas dans un problème de sécurité réseau
tant que plutôt comment on va configurer notre application de collaboration. Et à ce moment-là, c'est que les gens vont avoir évidemment les accès que vous leur donnez. Rappelez-vous, dans une optique Zero Trust, on n'a accès à rien à moins qu'on se fasse donner accès. Donc, à quelqu'un, quelque part, qui a pris une décision de donner accès à ce collaborateur externe. Donc là, à ce moment-là, il faut que si le collaborateur externe, il n'y a plus rapport, bien là, il doit y avoir un processus. On est rendu beaucoup plus dans un C'est truc votre de responsabilité en gouvernance. tant qu'organisation de dire, moi, j'avais autorisé cette personne-là avec telle adresse email externe de se connecter, par exemple, à mon SharePoint pour faire de la collaboration. Il n'est plus là. Ça reste votre responsabilité de ne plus donner accès à cette personne-là.